Tous les jours, je me pose 3 questions. C'est, quelle est ma plus belle mini-victoire aujourd'hui? Il faut que j'en trouve une. Mini-victoire, j'aimerais le préciser. Ouais. Très important. Parce que je dis toujours, il faut qu'on trouve... C'est quoi nos prochains PPPP, les plus petits pas possibles? C'est bon, ça. OK? Puis ça, là, si tu as réussi des petits PPPP dans la journée, tu dois faire « Yes! » Hein? J'ai progressé. Parce que si vous êtes comme moi, vous mettez des gros objectifs. Hein? Bon, c'est n'importe qui vise des très hauts objectifs, là, ils savent que s'ils regardent en haut, ils voient tout ce qui reste à faire, ça paralyse. Donc, tu dois ramener ton attention juste sur les petits PPPP, les plus petits pas possibles aujourd'hui que je dois faire pour faire avancer la... C'est fou ce que ça peut faire. Là. Donc, c'est quoi ma plus belle mini-victoire, mes petits PPP que j'ai réussi à faire? Ensuite, c'est quoi mon stop? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Il y a tout le temps des choses qu'on fait qu'on s'auto-sabote. Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Puis qu'est-ce que je dois continuer à faire? Très bon. Fait que moi, ce temps d'arrêt-là, tous les jours, c'est mon 5 minutes, 10 minutes le plus puissant que je fais depuis 25 ans. Même quand j'étais athlète. Vraiment, hein? Je me le faisais. J'ai des boîtes de cahiers d'entraînement. C'est ça, ça fait partie de mon processus qui faisait qu'avec mon talent moyen, moi, je m'arrêtais, puis je réfléchissais, puis je me demandais, OK, là, c'est quoi je suis plus fière aujourd'hui dans mon entraînement, dans mes 2 entraînements? Là, j'écrivais des détails. OK, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire? Là, j'écrivais ça, puis écoute, plein de cahiers. Mais tu vois-tu comment ça m'a aidé à créer des muscles importants aujourd'hui? Donc, mon mini-victoire, mon stop, qu'est-ce que je dois arrêter de faire, puis on continue. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'École du succès où, semaine après semaine, j'ai le privilège fantastique d'accueillir des personnes inspirantes de par leur parcours, leur message ou leur expérience de vie. Et aujourd'hui, on ne fait pas exception à la règle alors que j'ai le grand privilège de m'asseoir avec Tina Poitras. Tina, comment ça va? Ça va tellement bien. Good. Merci de m'avoir. Ben, merci de prendre le temps de venir nous rencontrer dans la classe de l'École du succès. Mais oui, hey, enfin, je te rencontre. Enfin, oui. On ne savait pas qu'on était prédestinés à se rencontrer. Là, on est en train de découvrir qu'on a des amis communs. Oui. Ouais. Toi aussi, tu es un athlète... Écoute, ouais, un Olympien dans l'âme. Ouais, dans l'âme, ouais, peut-être, j'aime ça. Non, je vais dire ça. À plusieurs niveaux, je pense. Ça se rentre bien dans une conversation. Je suis un Olympien dans l'âme, Martin Latulippe. Alors, écoutez, pour les gens qui sont à l'écoute, on a beaucoup de gens en Europe. Bon, tu es surtout beaucoup connu au Québec, ainsi de suite, mais je fais certain. Bon, donc, femme d'affaires, entrepreneur, présidente, fondatrice de Namasté Leadership, ex-athlète olympienne, mais pour de vrai, pas juste dans l'âme. Avant les cheveux gris, là. Bien avant les cheveux gris. Je peux rien dire sur les cheveux gris parce que moi, bon, OK, c'est beau. Je pourrais pas passer de commentaires. Exactement. On va parler aujourd'hui d'un de mes sujets les plus préférés dans l'économie d'aujourd'hui, la haute performance. Ouais. Okay? Mais avant qu'on se rende là un peu, de parler des enjeux, de qu'est-ce qu'on voit au niveau de la haute performance, qu'est-ce qui fonctionne, c'est quoi les mythes. J'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. Bon, Jeux olympiques de 92, Barcelone, 96, Atlanta, mais dans une discipline, disons, qui ne court pas les rues, sans faire de jeu de mots, la marche olympique. Oui. Le 10 km marche olympique. 10 km marche olympique. Donc, on se retrouve comment à faire de la marche olympique? Je suis juste curieux, mais ça va nous permettre un peu de parler de ton histoire. Mais on se retrouve comment à dire, moi, la marche olympique, j'y vais? Oui, si quelqu'un m'avait dit que j'aurais fait de la marche olympique, là, j'aurais dit, ben voyons non. J'aurais été bien surprise. En fait, mon histoire a commencé à 6 ans. Quand ma mère, à un moment donné, je tournais les postes à la télévision comme ça. Là. Ouais. Oui, parce qu'à l'époque, pour les gens qui sont peut-être jeunes, les milléniaux, on tournait. Oui, les milléniaux. Il n'y avait même pas de télécommande. Dans notre temps, on tournait de même. À l'époque. Et je trouve Nadia Comaneci, qui est absolument extraordinaire, époustouflante. Jeux olympiques de Montréal, 76. Jeux olympiques de Montréal, donc j'avais 6 ans. Et là, il y a une émotion en dedans de moi, là, un désir. Je me suis aperçue que moi aussi, j'étais habitée par ce désir-là d'atteindre un très haut niveau.
dans le sport, de se dépasser comme ça. C'était quoi? C'était l'énergie? Parce qu'on se rappelle, les gens qui ne savent pas, bon, c'était cette gymnaste qui a eu des scores parfaits. 10 sur 10. 10 sur 10. Mais d'une aisance. Donc, la folie, l'effervescence, l'énergie qu'il y avait autour d'elle, l'excellence peut-être? L'excellence. Ouais. D'être d'un niveau de perfection comme ça, alors que ça avait l'air tellement dans l'aisance, j'étais comme « wow ». Et là, je me suis retournée vers ma mère, puis j'ai dit « Maman, moi tout. Moi tout, je vais y aller aux Jeux olympiques. Vraiment? Moi tout. » Oui. Wow. Et là, mais l'effet déclencheur, ça n'a pas été Nadia Comaneci. Ça a été la façon que ma mère a répondu. Elle a été dire... elle a lâché son panier à linge à terre, puis elle m'a regardé, puis elle a mis ses 2 petits bras sur ses hanches, puis elle a dit « Sais-tu quoi, Tina? Je suis convaincue là, que si tu t'entraînes bien, bien fort, là, tu vas y aller aux Jeux olympiques. Je suis convaincue. » Quel beau cadeau. Elle est exceptionnelle. Elle m'aimait assez pour 3 parents, elle. Donc, ça a parti... Là, je veux que tu comprennes qu'à partir de là, je me suis mis à faire tous les sports. J'ai tout fait. Et je m'observais beaucoup dans comment je faisais pour me dépasser et tout ça. Puis là, à un moment donné... je suis sur la piste, je fast forward, je suis sur la piste d'athlétisme en train de courir le 400 mètres haies. Et soudain, je me fais dépasser, puis je pensais que je courais quand même assez vite. C'était un medium jump, medium run. Et je me fais dépasser par 67 marcheurs olympiques. Donc, toi, j'ai jamais vu ça. Là, toi, tu cours là, à ce moment-là. Moi, je cours sur la piste et 67 marcheurs. Tchoum, tchoum, tchoum. Là, j'étais là, qui marche. Qui marche. Je te dépasse. Faut que les gens comprennent, là. Ouais. Alors là, je me dis, attends, je vais voir une des filles, puis je dis, qu'est-ce que c'est ça? Peux-tu me montrer? Puis elle m'explique les 2 règles, un pied toujours en contact avec le sol, puis bon. Et finalement, je fais quelques accélérations. Et mon coach olympique, le coach olympique, l'autre bord de la marche olympique, me voit. Il se met à courir, puis il me dit, tu veux-tu refaire ça? Là, je me mets à faire quelques accélérations, puis il dit, c'est parce qu'il n'y a jamais personne qui l'a réussi avec tant de... Dès le premier coup. Si rapidement que ça. Vraiment. Il faut que tu essaies ça. J'ai dit, non, moi, je suis ici pour juste m'améliorer cardiovasculairement pour la danse, le ballet jazz que je faisais en réalité. Puis finalement, il a dit, essaye-le juste 1 mois. Puis après ça, si tu n'aimes pas ça, tu retourneras. Fait que j'ai fait 1 mois, mais wow. Au début, j'étais la dernière des 67, puis ensuite, j'ai commencé à être dans le milieu du groupe de 67 personnes, puis ainsi de suite. Tout à coup, j'étais dans les 3 premières. Je pense que j'aurais fait le taekwondo, puis m'améliorer comme ça, puis j'aurais tombé en amour avec le taekwondo, tu sais. Ouais. C'était cette espèce, c'est ça que je recherchais. Ton ascension et ta progression étaient tellement rapides que ça l'a aidé à tomber en amour un peu avec le sport, si on veut. Oui. Fait que c'est juste un addon. Puis 2 personnes comme ça qui m'ont regardé, puis ont dit, « Hey, sais-tu quoi? Moi, je le vois vraiment, ce potentiel-là. » Alors que moi, je le voyais pas. Donc, ça fait une grosse différence quand... Est-ce que tu crois ça, toi? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous? Un peu comme si cet entraîneur-là, il a regardé à cet endroit-là, à ce moment-là. J'y crois énormément. Qui était peut-être un peu dans ton destin ou de... Bien, moi, je crois que tout le monde, on est codé dans le cœur pour quelque chose d'extraordinaire. C'est beau, ça, codé dans le cœur. Moi, je crois vraiment qu'on est codé dans le cœur. Il y a 40 000 cellules du cerveau dans le cœur. Ouais. Tu sais, elle a sa propre intelligence, puis je crois qu'on est codé pour certaines choses, puis d'autres non. Puis je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des réalités là, dans leur entreprise, dans leur travail, puis sont sur autopilote, mais parce qu'ils ne sont pas nécessairement à bonne place ou ils ne savent pas comment l'activer. Tu sais, mais je crois que c'est important d'être à l'écoute, de trouver cette place-là qu'on dit « Oh, wow! » Des fois, on n'y croit pas au début, puis soudain, là, hey, tout s'ouvre. Fait que moi, ça a été le début d'une aventure absolument extraordinaire. Je comprends. Avec un coach extraordinaire, mon premier mentor. Non, ma mère, c'est mon premier mentor, mais Serge Labelle, c'est mon premier mentor dans des objectifs concrets olympiques. Là, Et là, donc, tu commences ton parcours, tu te rends aux Jeux olympiques, 2 parcours olympiques, c'est quand même assez... Bien, même un 3e, parce que j'étais présélectionnée pour les Jeux de 2000 à Sydney. OK. Et, mais je les ai écoutés à la télévision avec ma plus belle médaille à date. Oh, donc, c'était parfait, parce que j'avais déjà parti ma première entreprise, puis je tripais dans mon entreprise, puis m'entraîner commençait à sembler comme... Ouf, c'était une job de m'entraîner 2 fois par jour. Puis j'avais hâte d'aller travailler dans ma business. C'était ça, ma passion. Là. Fait que c'était le temps de passer à autre chose. Ouais. Est-ce que déjà... tu dis que tu avais déjà parti ta première entreprise. Est-ce qu'on parle de Magma? Est-ce que c'était cette entreprise? Magma Photo. Oui. Ouais. Une banque d'images. Tu sais, quand tu vois des photos sur le bord des autoroutes, dans les magazines, les journaux, c'était probablement
de nous autres, là, ça. Et ça vient de où? Parce que là, on s'entend, tu es une Olympienne, tu t'entraînes, tu es dans l'équipe nationale. Et le web, à cette époque-là, on s'entend, c'est pas nécessairement... Oui, il y a la bulle, mais c'est assez pionnier, c'est assez innovateur, là. Donc, ça vient comment? L'amour. L'amour. Ah, vraiment, hein? Bien, j'ai toujours été une passionnée. Avant, je disais que j'étais photographe. OK. Parce que j'ai toujours pris énormément de photos. Je me levais en même temps que le soleil. Je visitais des endroits dépendamment d'où comment était placé le soleil, jusqu'à ce que je rencontre l'homme, Pierre-Paul Poulain, qui allait devenir le père de ma première fille. J'allais tomber en amour. Un photographe très talentueux. OK. Et à lui, je lui demande... Puis là, j'ai plus jamais dit que j'étais photographe. Parce que tu as vu c'était quoi un vrai photographe, ouais. Et là, je lui disais, pis toi, c'est quoi tes rêves? Là, tu sais, moi, je suis pas carbure tu vibrais à ça, oui. Ah oui. Et il m'a dit, moi, je rêve d'avoir une agence photo. Je dis, une agence photo? Mais qu'est-ce que t'attends? C'est codé dans ton cœur, go! Et là, j'ai dit, ben, je vais t'aider. Mais juste quelques mois, parce que moi, là, j'ai mes autres Jeux olympiques, j'ai mes troisièmes Jeux. Tu as ton propre code dans ton cœur, là. Oui. Mais la plus belle surprise, soudain, je me suis mis à passer des journées entières à étudier tous les magazines, les journaux, leur choix de photos, puis comment, leur stratégie, puis comment je pourrais les appeler, puis voir comment je pourrais les aider, quel genre de photographe il faudrait qu'on aille chercher. Et soudain, quelques semaines plus tard, j'étais chez moi entourée de 40 000 photos dans des boîtes le long des murs. Puis là, je me suis mis à appeler. J'étais par terre avec un téléphone, là. Puis là, j'ai appelé L'Actualité. Le magazine L'Actualité. Bonjour, Marie-Laure. Mon nom est Tina Poitras. J'ai une belle nouvelle à vous annoncer. Il y a une nouvelle agence photo en ville. Et j'aimerais ça avoir juste un petit 15 minutes de votre temps pour vous dire comment je pourrais peut-être vous aider à hausser votre niveau de photographie dans le magazine. Ça a commencé comme ça. Vraiment? Puis ça a été ça aussi, wow. Quelle aventure. J'ai appris sur le tas, là. Avec tout ce que ça veut dire d'apprendre à travailler sur le tas. Ouais, donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu sais par instinct de tous les capacités, les compétences que tu as comme athlète, que tu transfères dans le monde des affaires, parce que tu n'as pas étudié là-dedans nécessairement? Mais non, moi, j'étais à McGill. J'étais à McGill pour m'en aller comme médecin, là. Ah oui, hein? Et j'ai lâché ça pour dire, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai mes armoires chez nous pleines d'huile essentielle, puis je faisais mes propres concoctions, puis j'étais là, puis je m'astinais tout le temps avec les profs. Tu sais, mes enfants ne sont pas vaccinés. Tu sais, On les note aussi, hein? Oui, c'est ça. Et je me suis dit, non, il y a quelque chose d'autre, là. Alors, j'ai lâché ça pour partir l'agence, puis... c'est drôle, j'étais très confiante en moi parce que je me disais, non, je sais que si je travaille suffisamment fort, comme ma mère avait dit, je peux atteindre n'importe quoi. Bien, j'ai tellement travaillé fort les 3 premières années, là, puis je me suis aperçue que c'est pas si facile que ça de transférer nos acquis dans le sport puis les amener en affaires. C'est pas 1 + 1 = 2, là. Il y a des zones grises, là. Non, puis tu sais, j'ai tellement d'athlètes de très haut niveau qui sont venus faire de mes programmes, puis écoute, ils en pleuraient, ils disaient, c'est vrai, c'est ça qui manque. Parce que les 3 premières années, là, je m'assois devant mon comptable, puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire que je fais pas encore une scène de profit après 3 ans à travailler comme ça? Là, il me dit, non, même que vous êtes en faillite technique. Wow! Là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, là. De me donner de même pour travailler comme ça, puis que je suis en faillite technique, tu sais. Puis c'est là que je me suis... j'ai arrêté. Là, j'ai dit, attends, il faut que je replonge dans mes affaires. Qu'est-ce qui faisait qu'auparavant, j'avais mon environnement olympique, j'avais ce focus-là, je n'étais pas dispersée partout. Puis j'ai modélisé mon approche olympique en 9 éléments clés. Pour recréer ça, pour recréer ce focus-là, pour recréer la constance de juste toucher ce qui compte le plus. Parce que j'ai découvert récemment que je suis... TDAH, mes enfants sont très TDAH. T'aurais pu m'appeler, je te l'aurais dit. Ah oui, hein? Ça paraît un TDAH, je peux en reconnaître un autre, dis-toi ça. C'est ça. Là, quand j'ai dit ça à quelques-unes de mes amies, ils ont dit, ben oui, j'ai dit, pour vrai? On n'apercevait pas, parce que j'ai un système. Vous n'auriez pas pu me le dire avant? Ouais, là. Mais en tout cas, fait que... Donc, cette modélisation-là t'a permis justement de ramener un peu une forme de structure ou de procédure dans ton entreprise et éviter de t'éparpiller justement un peu partout. Ramener ce niveau d'excellence ou de focalisation-là qui avait fait un peu ta marque jusqu'à présent. Mais c'est parce que je me suis souvenue de quelque chose que mon coach olympique m'avait dit. Serge avait dit un jour, « Dis-toi, Tina, tu me fascines. » Tu sais, dans la 2e année que je compétitionnais. Il dit, « Tu me fascines parce que tu as juste un talent moyen. »
OK. C'est un compliment ou... Il dit non, mais ce qui me fascine, c'est ta façon de te lancer dans tout ce que tu fais. Ça fait en sorte que, tu sais, tu es tout le temps, tu performes tout le temps, tu bats tous ceux qui sont plus talentueux que toi avec le temps. Ouais. Ça me fascine. Fait que là, OK, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sorte. J'ai dit, c'était quoi cette façon-là de me lancer dans tout ce que je fais qui fait que je bats éventuellement les plus talentueux? Et c'est ça que j'ai modélisé. Donc, le talent, là, c'est la qualité la plus surévaluée de toutes pour réussir à un très, très haut niveau. Puis je t'apprends pas rien. Tu le sais, et c'est l'excuse souvent la plus utilisée. Oui. J'ai pas de talent. Oui. Je manque de talent. Tu comprends? Oui. Donc là, comment je faisais pour prendre mon talent moyen puis d'y instaurer un processus, tu sais, d'être puis de fonctionnement qui faisait que je mettais mes énergies limitées juste sur qu'est-ce qui comptait le plus. Et c'est là que ça a commencé vraiment à décoller. Puis de bien m'entourer aussi, tu sais. J'avais pas de mentor à l'époque en affaires. T'en avais eu un dans le sport. J'en avais dans le sport, j'en avais spirituellement, tu sais, mais pas en affaires. Et évidemment, l'ascension a été incroyable, au point tel de se faire acquérir par Microsoft. Oui, par Bill Gates, ouais, par une entreprise de Bill Gates qui s'appelle Corbis. OK, Corbis, oui, c'est ça, exactement, à l'époque. Donc, et tu as fait un parcours pendant quelques années avec cette organisation-là, parce qu'on t'a demandé de chapeauter, évidemment, cette division canadienne-là. Oui, la Corbis Canada. La Corbis Canada. Et encore à cette époque-là, tu implantais ton modèle de performance, d'excellence, de tout ce que, en fait, qu'il avait fait. Oui, c'est ça qu'ils m'ont dit. On veut juste... Ça va être rafraîchissant, t'es dans la façon de tuer. Juste fais ce que tu as fait à date. Puis ça va vraiment être rafraîchissant pour tous les autres 22 bureaux, là, les autres exécutifs des autres pays. Il dit, tu sais, je ressors du lot, tu sais, je fonctionne pas, je suis pas très corporate. Je suis très instinctive, très entrepreneuriale, passionnée, colorée. Et j'ai beaucoup de gratitude pour eux. Ouais. Parce qu'ils m'ont vraiment... ils m'ont dit, OK, qu'est-ce que tu as besoin, Tina? C'est un contrat de 3 ans, qu'est-ce que tu as besoin? Puis tous les cours que je disais, je veux tel cours en leadership, tel cours en coaching, ils m'ont tout donné. Je veux faire I want a shadow. Je veux shadower tes champions dans les différents départements pour bien comprendre. Ils m'ont tout amené là. Et puis après ça, ça a été une belle histoire d'amour avec l'équipe que j'ai été chercher, là. Donc, alors, on a passé ça, on a mon bureau qui est passé de Magma Photo à Corbis Canada. On a monté ça à 5,6 millions. Avec la petite gang, on était juste 14. Tu sais. Wow. Et, mais tout, écoute, du monde passionné. Get the right people on the bus. Là. Amène les bonnes personnes au bon sur l'équipe. Ouais. Là, les choses peuvent commencer à bouger. Tu sais. Puis il faut que tu enlèves les personnes qui ne sont pas les bonnes. Le courage d'enlever les personnes qui ne sont pas les bonnes. C'est pas évident. Ouais. Et là, je disais au début de l'entrevue qu'on avait parlé d'un de mes sujets préférés, parce que tout ça, c'est une grande mise en table. Avez-vous vu un peu comment est-ce que j'ai fait ça de façon spectaculaire? La haute performance. OK, maintenant, Namasté Leadership, tu as tout encapsulé, en fait, tout ce parcours-là exceptionnel de l'olympienne, de la femme d'affaires, la maman, la spirituelle, la mosaïque de ton être, en fait, maintenant... tu as donné l'ADN de Namasté Leadership, dans lequel tu accompagnes, en fait, des dirigeants, des professionnels, des performants à la haute performance. J'aimerais qu'on en parle, si ça ne te dérange pas, parce qu'on dirait que c'est un domaine où il y a beaucoup d'incompréhension présentement. La performance fait de plus en plus de place dans l'économie d'aujourd'hui. On demande aux gens d'être très performants, de faire plus avec moins. Et de l'autre côté, tu as la fatigue professionnelle, la dépression... Superwoman, ou ainsi de suite. C'est tellement difficile de nos jours. On a tellement... et bien c'est ça, c'est qu'on dirait que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que la haute performance, ce n'est que travailler très fort et travailler 18 heures par jour. Et je suis certain qu'on a la même opinion là-dessus. C'est pas ça, la haute performance. C'est tellement pas ça. Donc, ton observation un peu, parce qu'on a des gens, des entrepreneurs, des porteurs de projets qui nous écoutent, des leaders. La haute performance, pour toi, c'est quoi aujourd'hui ou qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Pour moi, la haute performance... C'est une des premières choses que je demande à chaque personne avec qui je travaille de définir. En redéfinissant, c'est quoi la haute performance pour toi? T'sais, et c'est d'aller clarifier qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton codage du cœur, au fond? Que si tu t'alignes avec ça, là, tu es profondément dynamisé, énergisé, profondément heureux. C'est sur ton X, comme on dit. C'est sur ton X, là, oui. Donc, on commence avec ça, puis que il faut que ce soit au-delà de juste pour soi-même. Il faut que ce soit au-delà de juste pour soi-même. Il faut que ce soit pas une cause noble, d'après moi. Parce que quand tu fais ça pour quelque chose d'encore plus grand que toi,
tu accèdes à une technologie interne là, qui est assez intéressante, que pas beaucoup de gens vont accéder. Est-ce que tu trouves que la performance est beaucoup devenue justement individualiste? On performe pour soi, mais on oublie justement que si notre performance peut aussi bâtir un monde meilleur ou former des leaders aussi à avoir leur propre impact, là, à ce moment-là, il y a un effet collatéral, comme tu dis, qui est un peu magique, là, qui se produit. Est-ce qu'on est beaucoup dans la performance individuelle? Ou... Je pense que ça a toujours été. Ah oui, hein? Je ne suis pas certaine que c'est pire aujourd'hui. J'ai tendance à être peut-être une optimiste puis dire, je crois qu'il y a le grand mal-être qu'on ressent aujourd'hui, c'est parce que c'est tout en train de s'écrouler, ça, là, qu'on voit qu'on frappe un mur. Tu sais, le fameux mur de la douleur, là, il est important à frapper. Dans notre vie. Là, tu sais. Puis à un moment donné, c'est pour dire, attends, OK, ça, cette façon-là ne fonctionne pas. De juste être essayer d'être un leader flamboyant qui prend toute la place puis être le héros dans l'entreprise, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera plus avec les millénials. C'est un modèle qu'on a vu énormément pendant les dernières décennies. Oui. Et que dans ta pratique, tu vois que ce modèle-là est en train de s'effriter un peu, s'essouffle. Oui, c'est plus ça. Le leader d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a premièrement une grande humilité. Tu sais, les plus performants, là, ils ont une grande humilité. Et ce sont des gens qui ont compris que tout le travail, ils sont incroyablement dévoués, déterminés, mais pour le bien de l'organisation, pas à propos de leur avancement ou leur rayonnement, vraiment pour le bien de l'organisation, puis d'élever l'équipe, faire monter le niveau de leadership à l'interne. C'est-tu beau? Très beau. On voit beaucoup de vulnérabilité. De plus en plus, qu'on ne voyait pas nécessairement dans la haute performance avant. Il fallait mettre notre garde, avoir le masque, toujours en contrôle. Maintenant, on va voir de plus en plus de leaders qui vont baisser la garde, qui vont revenir un peu à ce contact humain-là. Est-ce qu'on voit ça aussi dans la haute performance, que tu l'observes? Je trouve que quel beau commentaire. Cette vulnérabilité-là, je pense que c'est la porte d'entrée à avoir plus de tout ce qui est de plus beau. Plus de connexion avec son équipe, plus de connexion avec soi-même, plus de toutes les qualités qu'on a à aller chercher. Là. Puis même, ça laisse... Là, tu touches. Là, tu vas toucher à... Qu'est-ce qui fait que les gens, tu travailles avec des gestionnaires, des leaders, qu'est-ce qui fait que les gens résistent souvent à baisser cette garde-là? C'est-tu la peur du jugement? C'est-tu la peur de démontrer qu'on n'est pas en pouvoir? Quels sont les mythes qu'on traîne qui font en sorte qu'on ne démontre pas cette vulnérabilité-là, alors qu'on sait que c'est un raccourci énorme pour connecter sur nos humains, nos équipes, nos clients, avec le monde entier, en fait. Quand on regarde un président des Américains, Barack Obama, lorsqu'il allait faire une annonce sur une fusillade dans une école scolaire, puis qu'il se mettait à pleurer au micro. Oui, tu comprends pas le robot, mais l'humain. Qu'est-ce qui fait que les gens le voient, sont touchés, mais eux-mêmes gardent peut-être une certaine garde dans le leadership, dans leur performance? Bonne question. Je dirais que c'est l'identité qu'on se fait de soi-même. Si on construit notre identité selon des points de repère externes là, à nous, par exemple, comme Olympiens, la plupart des athlètes là, qui prennent leur retraite, les Olympiens qui prennent leur retraite, là, écoute, ils tombent là, de héros à zéro, là, puis ils vont avoir souvent une dépression là, pendant un an, des fois plus. C'est très connu, hein? Des vraies statistiques. Là, oui, parce qu'ils se sont identifiés à leur performance. Et à la validation de l'œil extérieur. Oui, c'est difficile de ne pas le faire. Puis pourtant, c'est des gens dans grande humilité, là, des personnes extraordinaires. Et moi, j'ai toujours refusé de faire ça. Quand je contre-performais, tu sais, j'étais à Eisenhüttenstadt, en Allemagne, de contre-performance totale. Là. Écoute, brailler là, ma vie, là, parce que ça m'a coûté une fortune de me rendre là, puis je poche. Et là, je regardais, là, puis je disais, je refuse de m'identifier à cette 95e place parce que je suis tellement plus qu'un résultat sur un papier. Mais là, une semaine après, quand je gagnais en Norvège, puis j'égalais le record canadien, je prenais la feuille, je refuse de m'identifier à cette médaille d'or parce que je suis tellement plus qu'un maudit résultat sur un papier. Donc ça, j'étais beaucoup à l'affût de ça. Et ça fait en sorte que je sais qui je suis. Parce que tous les jours, je me disais, qui suis-je vraiment? Là? Puis c'est quoi je veux créer? Puis donc, je me connectais à mon seul point de repère, c'était pas un point de repère externe. C'était pas mon titre ou combien d'argent que je réussissais à faire quand j'ai vendu la compagnie ou les gens autour. Mes contacts, c'était vraiment « who am I » ? Qui suis-je, moi? Et je pense que ça, c'est le mur de douleur que tout le monde doit passer, c'est laisser lâcher prise de tous ces points de repère externes, puis ça fait mal faire tomber ça.
Parce qu'il y a une période de transition où est-ce que tu es complètement dans le vide. Tu n'as plus de point de repère, tu ne sais plus quitter. Plein de bébites peuvent même en remonter. C'est spécial, là. C'est comme une aventure intérieure. Comme tu dis, c'est notre identité, donc oui, notre construction identitaire. Donc exactement, si tu laisses tomber ça, il y a un vertige, il y a une peur. Mais quand on le fait, c'est tellement libérateur, c'est-à-dire revenir à l'essence, qui suis-je, mes valeurs, et ainsi de suite. Puis là, c'est drôle, il arrive quelque chose de magique. Là, tu te mets à te découvrir toi, qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu veux. Puis plus tu l'assumes, puis plus tu ouvres cette porte-là, donc il y a de la vulnérabilité, mais tu dis, too bad, c'est ça que je suis. Soudain, tu te mets à devenir un aimant pour plus de personnes qui sont comme toi. Moi, j'attire juste les clients qui sont comme moi, tu sais, c'est fascinant parce qu'ils ont souvent vécu un peu le même background que moi. Puis là, ça devient une joie. J'y ai été, j'ai passé à travers les mêmes choses. Donc, je fais juste partager ce qui a fonctionné pour moi. C'est tellement vrai, ça, Tina. J'ai un de mes mentors qui disait, le plus que tu vibres à ton taux vibratoire, le plus que tu attires ton auditoire. Oui. C'est tellement vrai en même temps. Oui. Donc, c'est archi important. Tu veux ramener plus d'aisance. Moi, ma passion, c'est d'aider les gens d'affaires à ramener, qui sont animés par cette quête de dépassement, parce que c'est le fun, le dépassement, ça peut être le fun, ou on peut le mettre très lourd aussi. Tu sais, ben moi, c'est d'aider les gens à rendre ça léger encore, puis le fun, puis tu t'amuses comme un petit cœur d'enfant, puis tu te dépasses là-dedans, puis tu amènes tout le monde avec toi, puis tout le monde qui s'améliore. Mais donc, d'apaiser un peu dans cette quête de dépassement. C'est ça, ma passion. Ouais, j'aime beaucoup le mot apaiser, parce que tantôt, tu disais, j'étais éparpillé. J'ai dû amener ma modélisation de ce que je faisais comme Olympien. Des fois, on réalise en haute performance qu'ils n'ont pas un problème d'accomplissement ou de dépassement, c'est des go-getters, mais souvent, ils ont un défi d'alignement. Yes, c'est ça. Tu sais, puis, excusez pour l'anglicisme, I believe you can have it all. J'y crois que tu peux tout avoir, but just not all at the same time. Pour les Français de France. Oui, mais juste pas tout en même temps. Ouais. Des fois. Avec le temps, oui. Tu sais. C'est comme... je pense à Guillaume Leblanc, mon grand frère, si tu veux, là, dans l'athlétisme. Il a gagné une médaille d'argent aux 50 ou 20 km marche à Barcelone. Puis, tu sais, beaucoup d'athlètes à ce haut niveau-là prennent de la drogue, même en marche olympique. Vraiment? Et Guillaume, je me souviens, moi, j'étais toute comme atterrée. Je disais, je le sais, garde, cette Allemande-là, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle en prend. Puis, puis moi, je compétitionne contre elle. Puis, tu sais, et là, elle me dit, Tina, c'est possible, Sandra. Il dit, c'est juste que ça va te prendre peut-être 20 ans, à la place de te prendre 5, 4, 5, 6 ans. Mais il dit, c'est possible. Et donc, à quelque part, oui, you can have it all, tu peux avoir ce rêve-là, peut-être pas juste tout en même temps. Et donc, il a gagné sa médaille avec le temps. Il l'a gagné exactement avec le temps. Donc là, on a vraiment aligné nos valeurs. On n'a pas essayé de tout vouloir faire en même temps, mais justement de faire du temps notre allié. On a de ne pas oublier qui on est, donc pas nécessairement tout faire ou construire notre identité que sur le regard extérieur ou la validation, mais vraiment être grounded, comme on pourrait dire en anglais. Quoi d'autre que tu vois dernièrement dans la haute performance avec ces gestionnaires-là que tu vois, que les gens qui nous écoutent, qui sont vraiment dans la haute performance, mais qui sont peut-être un peu dans la zone de vertige, qui se perdent ou qui s'oublient, comment est-ce que... Le perfectionnisme. Le perfectionnisme, j'adore. J'en vois tellement, beaucoup les femmes, c'est drôle, hein? Les hommes aussi, là, mais c'est pire chez les femmes, qui attendent donc d'être parfaites, que tout soit en ligne, que leur produit, le lancement sera parfait, qu'est-ce qu'ils vont dire va être parfait, que, tu sais, ça ralentit, ça rallonge d'1 an, 2 ans leur lancement à cause de ça. Donc, mais on n'a pas le droit de priver, vous n'avez pas le droit de priver vos clients de découvrir votre belle lumière. C'est vraiment se mettre... Je pense que c'est ça le gros problème. Tu demandes à n'importe quel Olympien, ça a été quoi ton plus grand défi, là? Ils vont tous te répondre, moi-même. Moi aussi, je dois combattre cette nature de vouloir être la perfection est dans mes gènes. Je regarde toute ma lignée de femmes dans ma famille, là, et je suis comme, il faut que je le combatte continuellement, il faut que je m'attrape continuellement. Puis je dis non, 80%, good enough. Puis là, tu bouges. Puis ensuite, tu apprends tellement. Une fois que tu l'as lancé, tu te rends à 80% de satisfaction, qui est probablement 100% des autres, 100% du contentement des autres. Tu te rends à 80%, tu fais ce que tu as à faire. Puis ensuite, tu demandes le feedback, là. Et ce que tu reçois comme rétroaction, c'est tellement précieux. Tu implantes ça, puis là, déjà, tu es maintenant rendu à un très haut niveau, un an plus vite. Oui. Tant longtemps que tu te lances pas,
parce que tu veux que ça soit parfait, ben, tu n'obtiens pas le feedback, tu ne fais pas les erreurs, tu n'es pas dans le terrain, tu ne peux pas t'ajuster. Donc, il y a tellement de valeur à se lancer, mais donc, quel conseil est-ce que tu donnes à ces gens-là pour peut-être les sortir de leur carcan et de leur faire voir qu'en fait, l'ultime mesure du succès, ça devrait être le progrès. Tu comprends? Tant aussi longtemps que tu vas chercher le millimètre. Ça fait partie d'un de mes 9. Ouais. Le progrès, tu veux dire? L'élite mondiale, là, eux autres, ils ne gardent pas leur attention sur la plus haute marche. Ils gardent leur attention sur le progrès. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse juste là, juste aujourd'hui, me rapprocher un petit peu plus de mon objectif. C'est bon. Et tu sais, là, ils se voient en bas du podium, là. Tu sais, la plupart des gens, ils se voient dans le milieu du podium. Donc, c'est-à-dire, quand ils regardent en bas, ils voient l'échec. Puis là, ils font tout ce qu'ils peuvent pour pas aller vers l'échec. Puis ensuite, quand ils regardent en haut, là, ils voient le succès, puis ils font tout ce qu'ils peuvent pour atteindre là. Mais l'Olympien, là, il se voit en bas de son podium. Puis quand ils regardent en haut, ils voient l'échec qui est une marche obligatoire pour se rendre là. Puis ils vont utiliser, quand ils vivent l'échec, ils ne vivent pas sur le coup, ils peuvent se permettre d'être dessus. Puis ensuite, ils disent, OK, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là? C'est un passage obligé, c'est un apprentissage, une expérience, c'est un tremplin, un accélérateur. Si tu poses les bonnes questions. Des échecs, là, et puis j'en ai eu des bonnes, là, tu sais, là. Donc, par exemple, donne-nous oh my God. un punch, c'est un secret, là. Dans le secret des dieux avec Tina Poitras, présentement. Ben, celui qui a été mon moment aha, là, ben, c'était encore dans le sport, parce que tu le vis dans le corps, là. Puis tu es devant la foule, devant les 60 000 personnes qui sont là. C'était en Eisenhüttenstadt, où est-ce que ça m'avait coûté 31 000 $ de préparation olympique. Je m'étais entraînée comme une fois. J'arrive là-bas. Écoute, j'ai contre-performé, mais j'ai cassé, là. Devant tout le monde, j'ai cassé. C'était tellement humiliant, là. Parce que la fille... Puis là, mon coach, il vient me voir. Tout le monde était parti, puis moi, je pleurais sur le bord de la piste. Puis là, Serge, j'ai dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi je pleure? T'as pas vu, là, comment c'était humiliant, là? Tu sais, puis tout le monde sait que je travaillais tellement fort là-dessus pour aller chercher le standard que j'avais besoin pour y aller au championnat du monde. Fait qu'il dit, ouais, puis qu'est-ce que t'as appris? Ben, qu'est-ce que j'ai appris, là? Je me suis mis à réfléchir, j'ai dit, ben, j'ai réalisé que cette fille-là qui m'a kické dans le dernier kilomètre comme une malade était probablement aussi fatiguée que moi. Mais... tu sais, elle a passé son mental à un autre niveau, puis moi, j'ai cassé. Fait que j'ai dit, là, c'est ce que j'ai appris. J'ai appris que plus jamais personne ne va m'avoir au kick à la fin. Puis si jamais il y en a un autre qui essaye de m'avoir, là, au moment instantané qu'elle kick, je vais kicker 3 fois plus fort. Même si ça veut dire que je vais m'écrouler au bout de 200 mètres. Je m'en fous. Bien, plus personne ne m'a jamais eu au kick. Donc, et ça, c'est parti d'une question. Donc, la question de ton coach, mais deuxièmement, ta question à toi aussi. Qu'est-ce que j'ai appris? Absolument. Et ça, c'est une des questions que tu utilises avec les entrepreneurs, justement, de les amener quand tu dis, ça dépend des questions que tu te poses. Oui. Bien, moi, je transcende tout le temps. Tous les jours, je me pose 3 questions. C'est, quelle est ma plus belle mini-victoire aujourd'hui? Il faut que j'en trouve une. Mini-victoire, j'aimerais le préciser. Ouais. Très important. Parce que je dis toujours, il faut qu'on trouve... C'est quoi nos prochains PPPP, les plus petits pas possibles? C'est bon, ça. OK? Puis ça, là, si tu as réussi des petits PPPP dans la journée, tu dois faire « Yes! Ouais. » Hein? J'ai progressé. Parce que si vous êtes comme moi, vous mettez des gros objectifs. Hein? Bon, c'est n'importe qui vise des très hauts objectifs. Là, ils savent que s'ils regardent en haut, ils voient tout ce qui reste à faire, ça paralyse. Donc, tu dois ramener ton attention juste sur les petits PPPP, les plus petits pas possibles aujourd'hui que je dois faire pour faire avancer la... C'est fou ce que ça peut faire, là. Donc, c'est quoi ma plus belle mini-victoire, mes petits PPP que j'ai réussi à faire. Ensuite, c'est quoi mon stop? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Il y a tout le temps des choses qu'on fait qu'on s'auto-sabote. Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Puis qu'est-ce que je dois continuer à faire? Très bon. Fait que moi, ce temps d'arrêt-là, tous les jours, c'est mon 5 minutes, 10 minutes le plus puissant que je fais depuis 25 ans. Même quand j'étais athlète. Vraiment, hein? Je me le faisais. J'ai des boîtes de cahiers d'entraînement, là. C'est ça fait partie de mon processus qui faisait qu'avec mon talent moyen, moi, je m'arrêtais, là, puis je réfléchissais, puis je me demandais, OK, là, c'est quoi je suis plus fière aujourd'hui, là, dans mon entraînement, dans mes 2 entraînements? Là, j'écrivais des détails. OK, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire? Là, j'écrivais ça, puis écoute, plein de cahiers. Mais tu vois-tu comment ça m'a aidé à créer des muscles importants aujourd'hui, tu sais?
Donc, mon mini-victoire, mon stop, qu'est-ce que je dois arrêter de faire, puis mon continue. Puis là, ça te permet de refocaliser aussi, recalibrer constamment. Ben moi, j'ai compris une affaire. C'est que pour performer, là, il faut que je sois dans un état vibratoire élevé. Ah oui, hein? C'est pour ça, moi, j'ai pas fait le sport. Je me suis aperçue, là, très jeune, que je ne faisais pas le sport pour être meilleure que les autres. Je décantais aux Jeux olympiques, ou disons, au championnat canadien. Ça m'avait frappé. Je voyais tous les autres athlètes qui disaient « Hey, une telle a fait tel temps. » Puis, tu sais, ils savaient tous leurs compétiteurs, tous les temps qu'ils avaient fait. Moi, je savais rien. Je regardais pas ça, ça m'intéressait pas. Pour moi, ce qui était important, c'était, dans mon cheminement intérieur, j'étais là, OK, quand il est arrivé le 8e kilomètre, là, j'ai commencé à avoir peur de vomir, j'avais mal, j'avais l'impression que j'étais poche, tout ça. Là. Puis là, j'ai réalisé, OK, qu'est-ce que je peux faire pour renverser ça? Aïe, quand j'active telle émotion, c'est fou, ça me fait faire des bons géants en avant. Puis là, je suis, tu sais, comme en 2 nanosecondes, je me retrouve à la fin du peloton. Puis là, à force d'entraînement mental, de mon état d'esprit, c'est ça que les Olympiens ont fait. On n'arrête pas de s'entraîner à élever, à se prendre dans une énergie où est-ce qu'on n'est pas bien, puis on se ramène à donner ma place, c'est en avant, parce que je le mérite, c'est le fun d'être en avant. Puis là, ça crée suffisamment d'énergie que là, tu vas puiser là-dedans, puis tu te mets à accélérer à nouveau. Donc là, moi, je pense que c'est un des muscles les plus importants à aller chercher. J'aime que ça fait plusieurs fois que tu dis muscle. Ouais. Et j'aime ça parce que, encore une fois, souvent, les gens disent, ben, j'ai pas ce talent-là. On parlait de talent tantôt, j'ai pas la compétence. Moi, j'ai jamais été comme ça. Mais j'aime que tu parles de ces trucs-là comme étant un muscle. La résilience, la façon dont on se relève d'un échec, le genre de questions qu'on se pose au quotidien. C'est un muscle. Hein? C'est ce que tu observes. Moi, je crois fondamentalement. C'est un muscle très puissant. Puis là, j'arrive d'une formation de 7 jours avec Joe Dispenza. Extraordinaire, non? Et puis bien sûr, tout ce qu'il montrait, c'était des choses. Moi, je médite depuis que j'ai 14 ans, 1 heure tous les jours. Donc, ça m'habite beaucoup. Mais là, lui, il a expliqué les neurosciences derrière, comment vraiment t'amener encore plus loin. Puis, et il revenait tout le temps là-dessus. Tu sais, amène ton émotion. Si tu veux concrétiser dans la matière, si tu veux créer ce que tu as besoin, si tu veux créer les résultats que tu veux, tu dois absolument amener tes émotions dans une vibration très élevée. J'ai toujours dit ça, c'est les muscles les plus importants à aller chercher, même comme athlète. Puis après ça, donc, quand un leader a des défis, il faut pas juste s'asseoir et dire « OK, il faut que je règle le défi. » Là, souvent, on est pris dans le tourbillon. Puis non. On fait stop. On va, s'il faut aller s'isoler et se ramener dans un état où est-ce qu'on vit bien. On est bien. Il y a toutes sortes de méthodes. Il y a 1000 façons de se rendre là. Puis après ça, tu te rassois avec ton équipe. Puis là, tu dis, OK, maintenant, comment on va attraper les cornes de ce taureau-là? Puis let's go. Parce que sinon, si tu le prends pendant que tu vis bas, tu fais juste attirer encore plein de conséquences qui vivent la même chose. Très bon, ça. Donc, tu disais tantôt, justement, quand on a plein de petites... En passant, j'espère que vous prenez des notes parce qu'il y a énormément de clés, de stratégies, des bonnes questions à se poser. Très généreuse, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait tellement plaisir. Tu disais tantôt, quand on fait des pratiques comme ça, qui deviennent un peu, j'imagine, des routines, des rituels, si on veut. C'est des rituels sacrés, là. Tu vois ça beaucoup maintenant dans la haute performance, l'importance des rituels? J'en connais pas un qui est champion dans son domaine puis qui fait pas ça. Impressionnant, hein? Si tu n'as pas un rituel, tu sais, là, maintenant, moi, je me lève, c'est quelque chose, en tout cas, c'est assez nouveau de me lever à 4h44. Hein? Je me suis amusée à mettre ça. Au moins, on sait qu'on peut t'appeler. Non, je sais, exactement, ouais. Surtout si c'est un vrai rituel. La majorité des gens se lèvent maintenant et regardent le téléphone intelligent. Je lisais une étude dernièrement, tu es en perte de productivité de 30 % dans ta journée dès que tu fais ça. Parce que tu es réactif au monde extérieur, plutôt que de te mettre en alignement, comme on dit. Moi, j'ai compris que ces 2 premières heures-là, c'est tes heures les plus puissantes de la journée. Puis tu t'en vas les donner à d'autres personnes. Quand tu regardes ton cellulaire, tu vas donner ces précieuses heures-là à d'autres gens. No way! Donc là, c'est ce rituel d'Olympien de dire, OK, là, je me ramène, je me reconnecte avec moi, avec mon code du cœur. Je fais la routine qu'il faut pour augmenter. Est-ce que c'est un entraînement? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est des exercices X? Est-ce que c'est d'écouter des choses c'est des conférenciers inspirants comme toi? Tu sais, je veux dire, tu es tellement inspirant. Tu sais, je crois que les gens ton audience l'a compris, mais
qu'est-ce que tu dois faire pour t'amener à une vibration qui est très élevée. Puis ensuite, tout ce que tu vas décider dans tes petits pépépépés de la journée, là, je te dis que tu es complètement dans un autre état. Tu vas le faire avec aisance. Ouais. Ou en tout cas, s'il y a des défis, tu vas pouvoir les prendre avec pas mal une autre tournure. J'adore. Je vais te poser une dernière petite question, si je peux ne pas abuser du temps. Tu parles de ton expérience où c'est que tu t'es écroulé devant 60 000 personnes, tu t'es posé les bonnes questions. Bien, il n'y avait pas 60 000 personnes dans cette course-là, mais devant 60 000 personnes, c'est ça ce que je voulais dire. Ouais. Les commanditaires, la famille, il y a de la déception. Tu comprends? Il y a de la déception. Des mois et des mois de travail. C'est ce que je veux dire, c'est la notion de laisser aller. Parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup de performeurs, souvent, qui sont pris avec un pied dans le passé, un pied dans le deal de hier ou avant-hier, ou leur échec de un mois. Est-ce que tu perçois un besoin, toi, de pratiquer le laisser-aller ou de faire beaucoup de place à passer un autre appel, prendre la leçon qu'on a à prendre et... Ou sinon, on a l'impression qu'on... J'ai compris... J'ai tellement appris de leçons dans mon sport. J'ai tellement de gratitude pour ces années-là. La première fois que j'ai frappé le mur de la douleur. Donc, quand tu frappes le mur de la douleur en sport, hein, ça prend, soit que tu casses ou tu vomis dans la course, ou bon, peu importe. Mais que la première fois que j'ai traversé l'autre bord du mur de la douleur, j'étais en Espagne. C'était ma dernière chance pour réussir à faire le standard olympique. Là, tu parles du mur de la douleur pendant la course. Oui. OK. Donc, communément, on frappe le mur mental, physique. Tu veux t'écrouler. OK, parfait. C'est la même affaire. Les marathoniens, on entend souvent ça. J'ai frappé le mur. OK. Oui. Mais en business aussi. Ouais. Je le vois quand je le frappe le mur. Tellement vrai. Mais là, regarde bien ce que j'ai appris. C'est que quand j'ai frappé le mur, puis là, je le voyais, mon corps voulait lâcher, s'écrouler. Je disais, OK, juste un autre 100 mètres, là. Puis je m'écroulerai après. Fait que là, je faisais l'autre 100 mètres. OK, puis celui-là, l'autre prochain 100 mètres, ça va être pour ma mère. Là. Puis après ça, je m'écroulerai. Je continue encore. Puis j'ai fait ça 5-6 fois. Et soudain, je suis passée l'autre bord du mur de la douleur. Puis j'ai comme senti que, littéralement, je me voyais d'en haut. Un P, en fait. Et tout est devenu aisé. Tout à coup, mes genoux se sont montés, mes bras ont commencé à aller un peu plus vite dans leur cadence, le genou a levé un peu plus haut. Je me suis mis à accélérer, et j'ai découvert que même en business, c'est la même affaire. Combien de fois qu'on frappe un mur et on se dit « Oh my God, c'est la fin, là, j'ai plus de cash. Là, il y a eu telle affaire, là, mon plus gros client qui était 80 % À un moment donné, dans ma première agence, j'avais un client qui était 80 % de mon revenu. C'était-tu dangereux? Puis je faisais, tu sais... quasiment 1 million, là, tu sais, genre. Puis là, j'étais là, wow, OK, comment je vais faire maintenant? Il nous avait laissé aller. Il allait nous laisser aller. Comment je remplace ça? Mais si tu continues, si tu vois pas ça comme un échec, là, puis tu continues, soudain, là, tu te mets à attirer quelque chose d'encore mieux que ce que tu aurais pu imaginer. Puis c'est toujours, finalement, quand tu demandes aux gens tes pires moments, là, non, tes plus beaux succès, ils sont reliés à quoi? Ils sont toujours reliés à nos pires moments. Tellement vrai. À quelque part, c'est nos pires moments qui nous élèvent. Donc, pas rester accroché à nos pires moments, justement, et pas les laisser nous définir. Quand tu revenais à cette définition-là, je ne laisserais pas un échec me définir. C'est un point de repère externe à nous. Je ne laisserais pas une victoire me définir. C'est un point de repère externe. Oui, j'aime ça. Donc, quand je vis un échec, je me dis, OK, c'est quoi ma mini-victoire? Ma plus belle petite mini-victoire aujourd'hui, il faut que j'en trouve une. Même si tout était de la merde. Ça arrive, c'est quoi mon stop? Pour plus jamais que ça arrive à nouveau, puis c'est quoi mon continu? Et là, tout à coup, ce qui en ressort, là, c'est tellement plein de valeur, puis tu ne le refais plus, ton erreur. Et tu montes à un prochain niveau qui t'élance, vraiment une autre belle aventure. Énormissime, comme diraient les Français. Oh, Tina, merci beaucoup pour ta grande générosité. Tu nous as livré beaucoup de bombes de sagesse. C'était vraiment bien. Les gens qui veulent te suivre, est-ce que tes médias sociaux, site Internet, est-ce que tu es toute branchée comme ça? C'est ça qu'il faudrait que j'apprenne de toi. Vraiment? Mon Dieu Seigneur! Appelle-moi, on va t'arranger ça. J'ai une présence, OK? Sur les médias. Bon, tu sais, sur ma page Namasté Leadership Inc. Namasté Leadership. On mettra les liens sous la vidéo. Mais tu sais, écoute, c'est parce que c'est par politesse, parce que les gens sont tellement fins, là, tu sais, j'en ai là, mais j'ai beaucoup à apprendre là-dessus. Là. Ça, c'est ma prochaine étape. C'est ton prochain P. Mon prochain beau PPP, ou gros P. Oui, exactement. Écoute, merci énormément. Vraiment, j'ai retrouvé beaucoup de valeur. Donc, tellement justement, plaisir namasté. de
Okay. Merci à toi, Martin. Namasté. Merci beaucoup pour cette belle rencontre-là. Au grand plaisir de la suite. Superbe. Alors écoutez, je ne sais pas si vous preniez des notes, mais moi j'ai pris énormément de notes mentales. Je serais curieux de voir les 3 questions que Tina nous a invités à se poser au quotidien. Peut-être vous, c'est quoi peut-être votre petite victoire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devrez arrêter de faire? Qu'est-ce que vous devez continuer? Peu importe que ce soit cette leçon-là que vous reteniez ou d'autres, si vous avez aimé d'autres choses, laissez-moi savoir. Je suis curieux de voir quelle pépite d'or que vous allez chercher dans cette entrevue-là qui était tellement pleine de richesse et d'humanité et surtout d'humilité. Ah, t'es gentil. Donc, tant qu'à moi, merci énormément encore une fois d'être à l'écoute. Sentez-vous à l'aise de partager ça avec les gens que vous aimez sur les médias sociaux de votre choix, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram ou peu importe. Faites du bruit. Si vous y retrouvez de la valeur, évidemment, nous, c'est notre mission. On vous offre ça gratuitement pour vous aider, vous aussi, à la poursuite de vos rêves les plus fous. Tant qu'à moi, il me reste simplement à vous dire à la semaine prochaine pour une autre émission de l'École du succès. C'était Martin Latulippe qui vous dit au revoir tout le monde.